Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de suivre une finale jouée par Magnus Carlsen. Alors, j'insiste toujours sur l'importance d'étudier les finales pour plusieurs raisons. La première étant que dans les finales, il faut énormément calculer. Donc ça vous apprendra à calculer. Donc si vous étudiez les finales, vous serez plus fort dans toutes les phases du jeu puisque vous calculerez mieux. Il faut être très précis. Alors beaucoup de joueurs pensent que pour jouer les finales, il faut connaître des positions par cœur. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas énorme. Ce qu'il faut surtout, c'est arriver à calculer, connaître quelques manœuvres tactiques typiques dans les finales. Alors, la finale la plus importante, c'est les finales de tour, évidemment. Bon, les finales de pions de base également, parce que sinon on ne peut pas gagner. Mais après, une fois qu'on a les finales de pions de base, les finales de tour, ce sont celles qui arrivent le plus souvent, les plus fréquentes donc, et celles qui aussi sont les plus compliquées. Alors, à savoir que dans les finales de tour, c'est souvent égal, c'est la manière la plus simple d'égaliser lorsqu'on a un pion de plus. Alors, pour évaluer une finale de tour, l'important c'est l'activité des tours ou de la tour, si c'est que avec une tour. Alors là, dans la partie qui nous intéresse, Magnus Carlsen a les blancs. Cette partie a été jouée en 2010, donc il y a 8 ans. Il avait à l'époque 2813 Elo et il joue contre un autre grand maître qui s'appelle Radjabov. Très fort grand maître déjà, puisqu'il avait à l'époque 2740 Elo, ce qui était pas mal pour l'époque. Depuis, je vous dis, il y a eu une petite inflation du Elo. Alors, il a les blancs. Il a un pion de plus, mais vous voyez que ces pions sont pas très très terribles. Il y a des pions doublés, il y a des pions isolés. Alors sa force principale, c'est quand même cette tour ici, placée sur la 7e rangée, qui est forte. Donc dans cette position, et il va réussir à gagner, alors que, comme on va le voir, ça va être égal assez longtemps. Comme je vous dis, les finales de tour ont tendance à être égales. Alors, donc c'est au noir de jouer dans cette position. Donc c'est Radjabov qui joue. Et là, Radjabov décide de jouer tour à 6. Alors je vous posais d'abord une petite question. C'est au blanc de jouer. Comment font-ils pour défendre le pion A2 Ça n'a pas l'air simple, mais on peut le défendre. Alors, je vous laisse réfléchir. Mettez sur pause si vous le désirez. Donc, comment les blancs peuvent-ils défendre le pion A2? Alors, pratiquement la seule manière qui fonctionne, c'est tour C7. Avec l'idée donc de reculer, de faire reculer ce fou, et ensuite de pousser le pion C pour que la tour E2 puisse défendre le pion A2. Voilà. Donc tour C7, c'est ce qui a été joué par Carlsen. Radjabov a décidé de jouer fou G7. Échange des fous, fou prend, roi prend G7, ce qui active un petit peu le roi noir. Et puis surtout, le fou était fort, le fou des blancs. Donc fou prend G7, roi prend G7. Et là, alors là, il va y avoir la première grosse surprise de la partie, de l'extrait de partie qui nous intéresse. Carlsen va jouer C3. Et ça paraît surprenant, on a envie de jouer C4, en se disant, on ne sait jamais si le pion D disparaît, ça me fera un pion passé. Mais il va jouer C3. Alors là c'est le premier gros coup, et ça montre la compréhension de Carlsen. Alors, après la partie, il a expliqué pourquoi il a joué ce coup. Alors, je vous lis un petit peu la retranscription de ce qu'il a dit. Alors, effectivement, il peut paraître étrange de pousser le pion d'une case au lieu de deux, mais je pensais que c'était brillant, comme j'allais très probablement jouer plus tard, à un moment ou un autre, le pion F en F4. Et donc, à partir du moment où le pion sera en F4, c'est une bonne chose que le pion C ne soit pas sur la même rangée que les deux autres pions. Parce que si les blancs sont obligés de sacrifier leur pion C, alors tous les pions blancs seront en prise ensuite sur cette rangée. Donc vous voyez que là, c'est assez... Alors il sait déjà, on va voir comment il va passer à l'attaque, il sait déjà qu'il va monter une attaque contre le roi noir. Il va utiliser, dans cette position, il va utiliser la force de sa tour en 7ème
pour monter une attaque. Hein. Alors, par les coups, F4 et tour E3, tour G3. Et là, il va monter une attaque comme ça sur le roi. Alors, bon, donc il joue donc ce fameux coup un peu surprenant, C3. Alors, là, c'est au noir de jouer. Les noirs en profitent pour... alors, c'était une des idées hein, de leur tour en A6, c'est qu'ils voulaient aussi libérer leur tour de la défense du pion A7. Hein, et la tour fait le même travail, mais de manière plus active. Hein. Donc, tour C7 là, 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 C3, donc tour B8. Prend le contrôle de la colonne ouverte. Hein, c'est totalement justifié. F4 de Carlsen. Donc voilà, il veut commencer à rentrer. Et là, les noirs jouent tour B6. Alors, ils auraient pu également passer à l'attaque du pion à A2 par la manœuvre tour échec, tour 1. Alors ça, c'était aussi possible. Dans ce cas-là, il y avait un joli coup pour empêcher la perte comme ça pure et simple. Alors je vous laisse chercher. Admettons qu'on joue tour B1, échec, roi G2 et tour 1. Qu'est-ce qu'on joue là avec les blancs pour être... parce que le pion A2 est en difficulté, mais on peut obtenir de l'activité. Alors, c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Ben là, il fallait jouer tour B2. Avec l'idée, évidemment, de tour B7. Et qui donne beaucoup d'attaques au blanc. Hein. C'était la ressource cachée. Alors, donc F4 sur F4, il ne joue pas cette manœuvre dont je vous ai parlé. Il a joué tour B6. Alors, tour B6, l'idée, évidemment, c'est de jouer tour C6. Hein, avec un chantage, soit tu échanges la tour, soit tu me donnes le pion C. Hein, ce qui est embêtant. Alors, Carlsen refuse de donner, d'échanger cette tour, hein, qui est quand même la principale force de sa position, parce que le pion de plus n'est pas significatif hein, en finale de tour. Hein. Tour D7. Donc, il évite. Alors, évidemment, c'est un peu embêtant, hein, mais il met en même temps une petite pression sur le pion D, ici, ce qui limite l'action des tours. Tour C6 des blancs, des noirs, pardon. Et là, voilà, Magnus Carlsen passe à l'attaque, hein, donc il va lâcher le pion A2, et donc transférer, vous voyez, c'est une de ses idées, vous voyez, on voit la force hein, de son coup, hein, c'est quand il a joué ce coup ici, vous voyez que c'est important, c'est ça qui est important en finale, c'est que c'est pas toujours facile de savoir à quel moment il faut réfléchir. Et là, eh ben, d'avoir mis le pion en C3, vous voyez, là on voit toute l'importance, il peut aussi le défendre par tour E3. Hein, plus facilement que si le pion était en C4. Alors, on revient à la position qui nous intéresse. Donc là, je vous disais, tour C6. Donc il lâche le pion A2, il joue tour E3. Donc avec le plan d'attaque hein, dont je vous parlais, de passer à l'attaque contre le roi blanc. Évidemment, les noirs prennent le pion. Et là, les blancs jouent E5. Alors, quelle est leur idée? Leur idée, ce serait de dédoubler les pions. Hein, c'est ce que va faire, Radjabov. Il va prendre en E5, et puis dans ce cas-là, je dédoublerai les pions, et après, je pourrais comme ça balancer un deuxième attaquant, un peu revitaliser mon pion blanc. Et en plus, on va voir que ça ouvre la colonne F à la tour qui est en E3, ce qui leur permettra d'attaquer le pion en F7. Alors, vous allez me dire, il n'est peut-être pas obligé de prendre, mais c'est pas si facile parce que si par exemple il jouait D5, alors par exemple, voilà, qu'est-ce que vous joueriez si c'était à vous de jouer avec les blancs dans cette position, c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Là, un joli coup d'attaque est F5. Vous voyez, ça devient un peu embêtant. Hein. On va essayer de mettre le pion en F6, hein, soit après tour G3 d'abord, et puis avoir comme ça, et en cas de prise, évidemment, notre idée c'était E6, avec une belle attaque contre le pion en F7.
Donc vous voyez que D5 était un peu dangereux. Alors, les noirs en profitent. Alors, ce qui arrange les noirs, c'est qu'ils échangent les pions. Et quand on défend, on dit qu'il faut essayer d'échanger au maximum les pions. Moins il y a de pions, plus on a de chances de faire nul quand on essaye de faire nul. Alors, pion prend E5. Pion prend E5. Et là, tour C5. Alors, on reviendra sur ce coup tout à l'heure. Alors là, c'est au blanc de jouer. Et là, Magnus Carlsen va jouer un super coup, un coup intermédiaire, qui est très très fort. Alors, je vous laisse mettre sur pause et chercher avec les blancs si vous trouvez ce coup intermédiaire. Alors, le coup évident, c'est tour F3. Mais Magnus Carlsen a joué d'abord tour G3 échec. Alors, je vais essayer de vous laisser comprendre pourquoi. Alors, tour G3 échec. Alors, le roi, bon, il ne va pas venir en H7, hein, mais pour perdre le pion sur échec, ça ne serait pas logique. Donc, il peut aller en F8, c'est la seule solution, on va voir pourquoi. Ou alors, il peut aller en H6 ou en H8. Alors, tout d'abord, je vais vous laisser chercher qu'est-ce qui se passe si le roi noir allait en H8. Qu'est-ce que joueraient les blancs? Alors, mettez sur pause, que se passe-t-il si le roi noir va en H8? Et bien, s'il va en H8, on jouerait tour D4 menace mat. Tout simplement. Un mat qui est très très dur à parer. Hein, je vous montre. Roi H8, tour D4. Vous voyez que là, là voilà, c'est la fin. Alors, qu'est-ce qui serait passé si il avait été en H6? Alors, on va enlever les flèches là pour ne pas vous embrouiller. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait été en H6? Mettez sur pause. Alors là, c'est la même chose, mais on est un peu plus rusé. Si je joue tour D4 tout de suite, il va y avoir tour prend E5 qui évite le mat. Hein, si je joue tour D4, pardon. Si je joue en H6, je joue tour D4, comme tout à l'heure, je me dis, bah tiens, je menace mat, il peut faire tour prend E5. Hein, et il défend le mat, et il n'y a pas de problème, les noirs même vont peut-être finir par être nuls. Par contre, il y a une ruse. Alors, si vous ne l'avez pas trouvé, recherchez encore, mettez sur pause. Eh bien, je vais d'abord menacer mat par en bas, ce qui contraint le roi à venir ici, et maintenant je reviens en D4. Vous voyez, c'est joli, c'est une petite ruse intéressante. Hein. Donc voilà, hein. Donc s'il vient en H6, on est comme ça dans la position. S'il vient en H6, je joue tour D8, menace mat, il descend en H7 et je reviens en D4. Donc ce qui nous montre que là, les noirs n'ont pas d'autre solution que de jouer roi F8. Et là où c'est important, c'est que maintenant, il joue tour F3. Et vous voyez que là, maintenant, le roi, si j'avais joué, on va revenir, je vous avais dit, on va revenir à cette position. Si j'avais joué tour F3 tout de suite, imagine qu'ils prennent en E5, tour prend, le roi aurait pu aller en G6. Alors c'est pour ça que Magnus Carlsen ici dit, l'idée tour C5 est bonne, mais il fallait d'abord jouer roi G6 pour éviter la manœuvre que va jouer Magnus Carlsen. Un tour C5 c'est bon, pourquoi? Parce que ça met une pression sur le pion. Et puis peut-être on peut jouer des tours D5 en plus après. Donc c'est intéressant. Mais il fallait d'abord se préoccuper du roi en jouant roi G6. Hein. Donc bon. Alors E5, pion prend. Les noirs n'ont pas joué roi G6, tour C5. Le fameux tour G3 intermédiaire de Magnus Carlsen. Donc, comme je vous l'ai dit, ça force roi F8. Et maintenant, tour F3. Alors, tour prend E5, tour prend F7. Et vous voyez que là, bon, Magnus Carlsen, l'équilibre matériel a été rétabli, mais il a obtenu une initiative importante grâce à son contrôle de la 7e rangée. Alors, sur une bonne défense, ça ne gagne toujours pas. Je vous ai dit, les finales de tour, c'est très très dur à gagner. Mais il a progressé, il a obtenu quand même des chances de gain. Alors, d'ailleurs, il va la gagner hein, contre un joueur quand même, je vous dis, qui avait 2740 en 2010. Alors, ici,
La première phase des blancs, ça va être, là ils sont un peu embêtés parce que leurs tours sont trop proches du roi, hein. Donc il va commencer par faire des échecs pour menacer des mates et en même temps éloigner les tours blanches du roi noir pour pouvoir menacer mat, hein, parce que pour l'instant elles sont trop près. Alors, il commence par échec, roi F8, tour H7, menace échec et mat, roi G8, tour D, G7, échec, roi F8, tour B7, menace mat. Alors, là, c'est au noir de jouer. Il a joué roi G8. Alors ça, c'est critiqué par Magnus Carlsen, même si, comme on le verra, les noirs vont encore avoir une chance de s'en sortir. Lui, il disait que c'était plus malin de faire d'abord échec. Alors, bon, le roi serait venu évidemment en F1. Et ensuite de mettre le roi en G8. Quelle est l'idée des noirs? C'est qu'ils évitent tour G7. Ce qu'ils veulent, c'est qu'en cas de menace de mat, ils puissent jouer tour F5 qui évite le mat, mais qui en même temps contre-attaque le pion en F2. C'est ça la ruse qu'a indiqué Magnus Carlsen après la partie pour les noirs, la défense pour les noirs. Alors, bon, évidemment, hein, vous voyez, c'est jamais facile. Donc, lui a joué roi G8, et là, sur roi G8, ce qui permet, parce que là, si je faisais un coup de tour, hein, pour menacer mat, il jouerait tout simplement échec, par exemple, et tour F5 pour pouvoir attaquer le pion en F2. Pourquoi échec? Parce qu'on a envie de prendre le pion F2 sur échec, tant qu'à faire. Hein. Voilà, à trouver une contre-attaque. Alors, évite. Donc, il déloge, il fait échec, il déloge le roi de la colonne G pour plus qu'on puisse parer, vous voyez, la menace de mat via la colonne F. Le roi était en E8 et maintenant il vient en E7. Il menace mat tout en mettant une pression sur le pion en E6. Et vous voyez que maintenant je ne pourrai plus jamais défendre parce que ça ne défend pas le mat. Donc tour G5 échec, roi F1 et là tour C2. Bon, le mat, l'avantage c'est que le mat est défendu. Mais tour C2. Donc là il joue tour C7, il défend le pion en C3, hein, il ne veut pas donner le pion en C3, il ne veut pas trop échanger les pions, et il ne prend pas en E6 tout de suite. Alors là, la faute, vous voyez, c'est très très compliqué, la dernière faute importante de Radjabov, là, la position est encore égale. Mais là, il va jouer à 5, qui paraît bien. Hein. À 5, ça paraît naturel, parce qu'on cherche de l'activité avec notre pion passé pour contraindre les tours blanches à se désorganiser. Mais vous allez voir qu'il y a un thème tactique. Hein. Alors, ce que proposait comme défense ici Magnus Carlsen, toujours, c'était de jouer tour G6. Alors ça paraît stupide parce qu'on se dit que ça paraît pas logique parce qu'on se dit le pion je le défends mais en fait il me fait échec et puis après il peut le prendre. Mais vous allez voir qu'il y a une idée intéressante. Il joue tour là donc bon évidemment on n'a pas envie d'échanger le pion C3 hein, ça ferait activer. Il faut pas trop réduire le nombre de pions hein, si on veut gagner. Donc je joue tour là. Tour G8, et là la pointe de la défense proposée par Magnus Carlsen, c'est que sur tour là, j'ai tour F8 qui permet, vous voyez, d'obtenir, j'oblige comment dirais-je, les blancs à reculer. Hein, en plus, il y a une manœuvre intéressante qui est d'échanger, vous voyez, qui est échec, on pourrait échanger cette tour-là, hein, mais ça activerait. C'est plus intéressant de faire échec, échec, et tour échec, ici encore, roi F3 et tour G7. Oui, comme ça on obtient, vous voyez, on s'active et puis si on échange les tours, le pion C, ça va pas être facile de gagner cette position. Hein. Les pièces, j'ai un pion A actif, c'est nul tout de suite. Hein. Donc voilà la défense proposée par Magnus Carlsen. Alors on va voir comment. Donc il a joué A5. Magnus Carlsen a joué tour prend E6, bien sûr. Hein, il prend le pion. A4, et là, tour A6,
Pour les noirs, il n'y a pas trop d'autres. Le coup logique, c'est tour G4. Et là, ce que n'avaient pas vu les noirs, c'est C4. Un joli coup, voilà. Ça, c'est le coup qui gagne. Euh, alors, je vous laisse regarder, essayer de comprendre pourquoi ce coup gagne. Tout simplement parce que le pion est imprenable, hein. Donc j'intercepte la défense de la tour. Si tour prend C4, quelle que soit la tour, un tour prend C4 par exemple, je fais tour échec et je gagne la tour C4 après, hein. Tour échec, il est obligé de jouer tour G8, je prends, roi prend et tour prend C4. Hein. Donc ça c'est la pointe. Voilà, mais il fallait le voir évidemment, il fallait le voir à ce moment-là. Hein. C'est pour ça que quand je vous dis que les finales demandent un calcul très important. Voilà. Alors, donc, on va continuer la partie, aller jusqu'au bout parce que c'est toujours intéressant. Donc, pion prend, tour C5, on en était où? Hop, on en était assez loin. On en était ici. Donc, il joue A5, A4, C4. Alors, il a joué tour G7. Tour prend G7. Roi prend G7. Tour prend A4. Voilà. Maintenant, les blancs ont deux pions de plus. Mais alors attention, en finale de tour, c'est jamais simple de gagner, même avec deux pions de plus. Pour vous donner un petit exemple, voilà. Si dans cette position, si le roi noir était en F4 au lieu de E5, eh ben ça serait nul, hein, ça serait égal. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'évolution tellement possible par les blancs, ils ne pourraient pas progresser. Hein. Le roi noir empêche le roi blanc de s'activer. Si je viens en D1, le pion F2 sera en l'air. La tour ici ne peut pas bouger parce que sinon je vais prendre le pion C4. Le pion C4, s'il avance pour faire échec, je vais le gagner et voilà, ça ne permettrait pas de. Voilà. Donc ça serait égal. Alors, tour A5 échec. Magnus Carlsen joue. Alors, on pourrait jouer un coup. Moi, j'aurais eu tendance à jouer un coup plus tranquille. Roi G3, hein, qui me paraît logique et qui me permet aussi d'avancer un peu plus. Voilà. Mais Magnus Carlsen, et c'est là on va le voir en fin de partie, joue toujours les coups très tendus, calcule très très bien et joue les coups les plus tendus. Alors, tour A5 échec. Alors, quelle est l'idée? C'est que s'il joue roi F4, maintenant je veux mettre la tour devant le pion en C5. Et puis après, je vais mettre la tour en C8, pousser mon pion, ce qui va contraindre, vous voyez, parce qu'avec la menace tour échec et dame, hein, donc je vais jouer tour C5, tour C8, je vais pousser mon pion jusqu'en C7, et là, le roi noir, il sera obligé de dégager. Hein. Donc, c'est pas une solution pour faire nul. Alors, il a joué en cas de roi D4. Alors, c'est là où c'est là où aussi on voit que le calcul de Magnus Carlsen est très bon. Là, il aurait joué tour D5. Avec l'idée, j'oblige le roi à prendre, hein, parce que sinon, bon, il n'y a pas trop d'idées. J'oblige le roi à prendre et je joue tour D8. Et cette finale est gagnante. Parce que le roi est coupé de deux colonnes, je vais pousser le pion et je vais me retrouver dans la position dite du pont de Lucena. C'est-à-dire le roi en F8, le pion en F7, et après je vais faire le pont de Lucena, hein, avec la tour derrière. Bon, ça. Donc voilà. Alors, tour échec, l'adversaire est venu en E6, il est venu en C5, roi D6, tour D5 échec, roi E6 et tour D4. Vous voyez, la tour est quand même ici mieux placée qu'en A4. Hein. Il a amélioré la position de la tour, notamment parce qu'elle empêche le roi de venir en F4. Alors, roi E5 attaque la tour, tour H4, roi F5, tour C3 d'abord, pardon. Donc, essaye de couper le roi, donc on joue. Alors là, oui, pareil, hein, on pouvait jouer F3 tranquille. J'allais dire, on joue F3. Moi, je cherche toujours les coups tranquilles. Mais lui, toujours les coups les plus tendus, les plus actifs, C5. Hein, donc, il utilise évidemment que la finale de pion est gagnante, hein, parce que si tour prend C5, je fais l'enfilade, roi D6, tour prend, roi prend. Et là, je joue le roi et il faut que mon roi, je joue le roi et je vais gagner. Hein,
assez largement. Hein. Bon, je pousse pas le pion, hein, bien sûr, hein, il faut toujours mettre le roi devant, hein, je pousse le roi. Alors, C5, il a joué roi F5, et là, qu'est-ce que jouent les blancs? Mettez sur pause. Et bien là, il faut faire attention parce que je menace roi G5. Hein. Donc je joue tour H8, avec l'idée de venir défendre le pion par derrière, un peu comme tout à l'heure, hein, en C8, et pousser le pion le plus loin pour essayer d'obtenir de l'activité. Alors, tour H8, donc évidemment, là, il est complètement imprenable, hein, parce que maintenant, ça perdrait la tour, ce serait même plus une finale. Donc, il joue roi F4 pour attaquer, bon, le pion C5, tour C8 défend le pion, roi E5 qui revient, C6, roi D6, mais bon, évidemment, c'est toujours imprenable parce que le roi, il n'arrivera pas à revenir à temps pour sauver la finale de pion. F3, hein, pour activer le roi. Hein. Alors, par exemple, à titre indicatif, si on jouait F4, hein, je vous montre encore que les positions de finale de tour, et ben après tour E3, c'est pas du tout sûr que la position gagne. Roi F2, par exemple, tour A3. Pas tour C3, parce que tour C3, ça permettrait aux blancs d'activer leur tour, par exemple, en H8. Hein, parce que si je prends comme ça, il y a une enfilade là, et si je prends comme ça, il y a une enfilade de l'autre côté. Donc surtout pas tour C3, mais tour A3, ou tour B3, hein, mais je dis tour A3 parce que généralement on met la tour. Et vous voyez que là, bah, c'est pas si simple, hein, parce que voilà, c'est pas si simple de gagner, je peux pas activer mon roi, hein, ce qui est quand même gênant. Alors F3, hein, bon, évidemment, faire attention. Donc pour activer le roi, tour C5, roi G3, tour échec, pardon, tour échec, roi H4, tour G1, F4, maintenant on peut le pousser, maintenant que le roi est passé, roi E7, et là toujours le coup, et je vous dis, il joue les coups très actifs, C7, et là il a joué tour C1, hein, C7 évidemment je menace d'enlever la tour et de pousser, donc tour C7, et là, bon, là il ne faut pas se tromper encore, hein, faut pas essayer de faire une enfilade, hein, par exemple par tour G8, hein, ce qu'on se ferait, ou tour H8, encore pire, on se ferait avoir par une contre-enfilade de l'autre côté, hein, tour H1, donc là, ben, roi G5, et les blancs, les noirs ont abandonné, hein, il n'y a pas trop de, de solutions, hein, voilà, il n'y a pas de... on peut rien faire, ils vont activer leur, leur pion et on va perdre. Hein. Par exemple, si tour C2, ben là maintenant je peux jouer tour H8 par exemple. Hein. Puisque je crains plus d'enfilade. Hein. Donc je menace dame, s'il prend, je fais une enfilade. Bon, s'il fait échec, je me cacher maintenant en H5, que je ne veux pas aller bien sûr en H. Et là, voilà. Donc là, vous voyez que les... Bon, donc sur roi G5, bon, ben, s'il joue par exemple roi D7, ben là je peux même jouer tour D8 tout simplement. Hein. Tour D8 échec. Admettons, roi prend C7, hein, obligé. Et là, ben, après, j'enlève la tour par exemple en D2 et je vais obtenir ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le pont de Lucena. Hein. Je vais pousser le pion, mettre le roi devant, et je vais gagner par la méthode dite du pont de Lucena. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette finale, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Voilà, donc c'était une vidéo... bon, c'est toujours un peu ardu de faire des vidéos sur les finales, j'espère que j'ai été assez clair. Évidemment, j'ai pas envisagé toutes les variantes. J'ai notamment parlé de celles données par Magnus Carlsen parce que c'était celles qui étaient les plus notables. Vous voyez, il y a quand même une grande richesse, hein, je dis, parce que beaucoup de joueurs psychologiquement n'aiment pas jouer les finales, trouvent ça austère, mais vous voyez qu'il y a quand même des belles idées d'attaque, des belles idées tactiques. Et je vous dis, quand on est fort en finale, on gagne beaucoup de parties. Hein. C'est là où il y a une plus grande différence entre les joueurs. Hein. C'est là où les écarts de niveau se voient le plus en finale. Et notamment, ben, la bonne illustration, c'est Magnus Carlsen, qui arrive à gagner des positions considérées comme complètement égales en finale contre des joueurs de premier plan. Hein. Donc voilà. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo.